Le début des années 1950 marque l'apogée de la fréquentation des cinémas. En 1952, on compte 60 millions d'entrées en salle au Québec. C'est comme si chaque Québécois était allé au cinéma au moins 14 fois cette année-là. Montréal compte alors pas moins de 72 salles. C'est véritablement l'apogée de ces palais dédiés au 7e art. À l'époque, il y avait des cinémas dans toutes les villes de province, les plus petites villes qui sont encore aujourd'hui des petits villages. C'est étonnant de savoir qu'il y avait des cinémas dans ces endroits-là. Un écran, un cinéma. Alors, le cinéma est vraiment répandu partout. On a des salles de cinéma, des bonnes salles dans toutes les villes du Québec et souvent dans les campagnes aussi. Il y a des projections dans les salles paroissiales ou dans des écoles. Une autre fonction importante de ces cinémas d'antan, ils deviennent souvent, l'espace d'un week-end, les gardiens d'enfants des quartiers ouvriers. C'est sûr qu'enfant, quand j'allais au cinéma, c'était une vraie expérience parce qu'il fallait convaincre mon père de nous y amener. C'était à l'autre bout de la ville, il y avait du bruit, il y avait des odeurs, ça courait dans tous les sens. C'était incroyable l'atmosphère qu'il va y avoir là-dedans. Toute la salle, les 200 enfants ou les 500 enfants, ça criait, ça vas-y, waouh! Et puis quand on éteignait la lumière, il y avait quelque chose qui se passait. Quand je suis arrivé à Victoriaville, ici, là, je me promenais entre le Laurier et le Théâtre Victoria. J'allais au Victoria le jeudi soir. Il demandait à quelqu'un dans la salle de venir tirer des dards pour déterminer un gagnant. Le gars qui allait tirer les dards, il y avait 2 passes de théâtre. Donc moi, j'allais tirer les dards. On avait 2 passes de théâtre. Alors ça, ici, je marquais, sur la marqué dehors, les titres des films qui s'en venaient. Ça me donnait 2 passes de théâtre. Alors, j'allais avoir 2 films là-bas, j'allais avoir 2 films ici, j'ai regagné mes 2 autres passes, on venait à gagner une vente, puis je ne manquais aucun film. Je les ai tout vus. Jusqu'au soir où j'étais à côté ici au comptoir, puis M. Gendron, qui était propriétaire ici, c'est qu'il devait placer, n'est pas rentré. Fait qu'il m'a regardé, il dit, tu serais capable de placer, toi? J'ai dit, oui, je serais capable. Tiens, moi, il m'a donné la flashlight et j'ai trouvé qu'il place. On avait juste un petit côte rouge, là, pour se distinguer, ça marquait sur placier. Le projectionniste, il dit à M. Gendron, je vais avoir une augmentation, si je ne l'ai pas, je m'en vais. Fait que M. Gendron, il dit, OK, en t'en donnant, dis donc Robert, il vient de me voir. Ben, je suis monté en haut, ils m'ont fait la job de projectionniste. J'ai jamais sorti de site. Quand j'étais parti projectionniste, j'étais fier parce que mon image était claire, mon focus était toujours à point, tu sais, puis mon son il descendait en bas pour voir si c'était trop fort ou pas assez fort, tout de suite. Puis personne ne me dit, Robert, ton son est trop fort ou pas assez fort, ou ton image n'est pas claire, le focus n'est pas bon, ou être bien parce que je le faisais avec amour, tu sais. Au cours des années 1950, le cinéma américain continue sa conquête du monde. À l'époque, le temps d'occupation de nos écrans est à 75% tenu par les films américains. Mais avec l'augmentation du nombre de films parlants en français dans les années 1950, on voit apparaître une grande demande pour la production locale de films et un petit star system québécois voit le jour. J.A. de Sèvres est producteur, exploitant, distributeur. Et la compagnie France Film possède le Saint-Denis, entre autres, et c'est la salle de prestige, la très grande salle où on va faire toutes les premières des films québécois. Et là, évidemment, ils font des soirées de gala avec le tapis rouge. Puis on va avoir un petit vedettariat local, mais comme il y a relativement peu de films, on n'a pas eu le temps de fabriquer des grandes vedettes. C'est-à-dire qu'avant, le tapis rouge, bon, c'était exceptionnel, où il y avait des grands lancements pour certains films. Maintenant, c'est systématique. Et puis, une tournée du Québec avec toutes les salles de cinéma. Puis si on ne vient pas avec un petit bout de tapis, là, on n'est pas heureux. Il faut avoir son petit tapis. Puis idéalement, avoir un tapis rouge, ça fait Cannes. Aux États-Unis, le drive-in connaît un développement important après la Deuxième Guerre mondiale.
Les Américains sont arrivés avec l'idée de, au lieu d'amener les gens en extérieur, on va être en extérieur, mais les gens vont être protégés dans leur auto. Ils vont créer, dès la Deuxième Guerre mondiale, des drive-in, donc des ciné-parcs. En 1958, on en dénombre 4000. Ils deviennent le loisir par excellence des familles américaines. La publicité insiste sur le fait qu'il n'y a pas de problème de gardienne ni de stationnement. Mais il faudra attendre les années 1970 pour voir les cinéparcs s'implanter au Québec. C'est une tradition, ça, le cinéparc. Tous les soirs, peut-être 20 minutes avant que les films partent, les gens se mettent à klaxonner. Ça, c'est le même depuis 20 ans. Ça a toujours été comme ça. Il y en a un qui part le bal, puis les autres embarquent, puis tout le monde en cœur avec les klaxons. Moi, ce que je crois que les gens aiment du cinéparc, c'est principalement l'activité plein air, donc que ce soit saisonnier, là. Étant donné qu'on a l'hiver puis qu'on peut pas profiter de l'été à l'année, on dirait que tu l'apprécies plus quand tu l'as pas tout le temps. Les gens peuvent venir puis faire un peu ce qu'ils veulent dans leur voiture, c'est-à-dire s'installer comme ils veulent. Tu t'appropries un peu le cinéparc comme parce que t'es dans ta voiture et t'es chez toi. Il y a une capacité d'à peu près 650 véhicules. Mais nous autres, on compte pas ça en voiture, on compte ça en admission, on compte ça par personne. Il peut rentrer à peu près 3000, 3500 personnes sur le terrain. Le record absolu, c'est 2700 personnes payantes. Puis on a fait ça à 93 ou 94 avec Retour vers le futur 3, les pierres à feu. Ces périodes-là de l'année, là, quand on tombe dans les vacances de construction, c'est plate à dire, mais je pense que j'aurais pu présenter n'importe quoi puis j'aurais rempli. Pourquoi que le cinéparc est jaune? Avant, il était pas jaune, je pense qu'il était orange. Les murs étaient orange. Ça fait encore plus que ça. En 1952, un nouvel écran apparaît dans les foyers québécois, la télévision. Elle va mettre fin au monopole du cinéma sur l'image animée. Dorénavant, l'image peut être diffusée directement dans les salons québécois. La fréquentation des salles de cinéma baisse alors dramatiquement. Tout au long des années 50, on a vu diminuer, au fur et à mesure de la progression de la télévision, la fréquentation des salles de cinéma. La première chaîne de télévision canadienne était la chaîne 2 de Radio-Canada, qui est apparue à Montréal en 1952. Ce fut réellement la fin, car il était désormais possible de rester à la maison et de regarder gratuitement la même chose qu'au cinéma, où pour aller voir un film, il fallait sortir, prendre le tramway et payer pour entrer dans la salle. Les gens pouvaient rester à la maison et regarder la télévision gratuitement, et c'est ce qu'ils ont fait. Au lieu d'avoir une salle où il y avait 200-300 personnes, collectivement, dans des tas de petites salles, il y avait des centaines de milliers, sinon des millions de personnes qui voyaient la même chose en même temps. Alors, les gens restaient chez eux et les gens n'allaient plus au cinéma. Donc, on avait trop de cinéma à un moment donné. Dans l'espace d'à peu près 10 ans des années 50, je pense qu'il y a 50 des cinémas en Amérique du Nord qui ont fermé. Fondé en 1914, le cinéma L'Amour est l'une des plus vieilles salles de cinéma en Amérique du Nord. D'abord baptisé le Globe, puis le Pussycat, avant de devenir le cinéma érotique L'Amour en 1981, cette salle est une des rares à avoir traversé toutes les crises qui ont secoué le monde du cinéma pendant le dernier siècle. Le théâtre est complètement fait à main. Pareil comme Michelangelo avec la Sistine Chapelle. C'est tout fait à la main. We had Pop Montreal here. No mess whatsoever. 480 people in the theater. All I had to do was pick up empty beer cups. When you go to your grandmother's house, you kind of watch where you're sitting. Here, it's almost the same thing. People actually appreciate the fact that we've kept it in its original state. This place is like a time machine. We have a theater owner who cares about the building, wants to keep it clean, wants to keep it in shape. Là, je devrais nettoyer la brasse. Comme tu vois, ça, c'est une semaine. C'est comme ma deuxième maison ici. Une chose à la fois, je suis en train de la rebâtir. C'était un cinéma en 1914, puis ça va toujours rester un cinéma.
When I'm finished with this building, I'll be able to look back at it and say, I did it. It's going to be one good party when that 100th anniversary hits. À la fin des années 1950, la popularité du petit écran a largement dépassé celle de son grand frère. Le grand écran s'est fait voler la vedette par une petite boîte carrée. Les propriétaires de salles de cinéma qui n'ont pas encore fait faillite doivent absolument réagir. Pour rentabiliser leurs salles, les propriétaires utiliseront plusieurs astuces. Les salles de cinéma ne se sont jamais remises de l'avènement de la télévision dans les années 50. L'industrie a réagi et fait ce qu'elle pouvait. Elle a inventé des systèmes, proposé des gâteries, des choses que les gens ne pouvaient pas avoir à la maison, comme les écrans panoramiques, VistaVision et Cinérama. Et ça a aidé un peu. Ils vont réagir en offrant un nouveau produit. Le nouveau produit va être la généralisation de la couleur. On va essayer des nouvelles technologies, on va proposer du 3D, on va proposer des choses, on va agrandir le cadre, on va réagir en essayant des choses sonores. La stéréo commence à s'implanter. L'Impérial, quand il présentait du cinéma avec des écrans immenses, il y avait 3 projecteurs qui projetaient en même temps pour nous présenter du cinérama. C'était pour ramener le monde dans les salles de cinéma, ça. Fait que ça l'a imposé au cinéma de se transformer, de s'améliorer, de présenter un produit différent. Salle de 500 sièges, t'en as plus beaucoup de ça, des salles de même. Les salles maintenant, c'est des 100 sièges, 125, 110, 90. Ils ont 7-8 salles qui fait 500 sièges. Tu sais. Un grand écran, une grande salle, c'est un grand show. Une petite salle, un petit écran, tu sais, un petit show. T'es assis dans une grande salle, tu regardes Bénure. Quand il passe avec ses chevaux et ses chariots, ça passe. Tandis que quand tu es dans une petite salle avec un petit écran, il y a des poneys là-dedans. Hein? Oh, monsieur, c'était la belle période des années 60, là. Puis ça, ce beau jeune homme-là, quand il a commencé, il avait 19 ans. T'es cute, hein? Beau, puis avec un beau petit chapeau, on voit pas la plume, par exemple, là. Mais là, bonsoir. Moi, je vais arriver au bureau à 9h, puis je vais finir à 10h30, 10h30 du soir, tu sais. Mais je veux dire, c'est du bureau, c'est faire la caissière en bas pour accueillir les clients, c'est donner le coup de main au restaurant, c'est toutes sortes d'affaires. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Chacun a une histoire à raconter sur le cinéma Laurier, de ce qui lui est arrivé, ou de ce qu'il a vécu, ou... À chaque année, pendant 48 ans, j'ai fait le gala du Père Noël. À tous les samedis après-midi, j'avais mon petit numéro. Les petits magiciens du samedi. Quand tout était fini sur la scène, on me disait, les petits magiciens du samedi vont faire disparaître qui? Les lumières. Et de 1. Une fois. Ce que j'aurais voulu faire dans la vie, moi, au lieu d'être en arrière de la caméra comme je l'ai été ici toute ma vie, ça aurait été en avant de la caméra. Ma vie, je la chante, parfois je l'invente, sur les chemins sombres de mes souvenirs. Monsieur Carrier? Oui, on en fredonne de la chanson. À partir de 1955, les fermetures de salles de cinéma s'accumulent à un rythme effarant. Tendure oblige, on coupe dans la main-d'œuvre. C'est ainsi que disparaissent les ouvreurs et les placiers. Je me souviens que j'allais voir des films au Capitole et au Palace dans les années 1960. Et il y avait encore des placiers. Sauf qu'il y avait 200 personnes dans une salle qui comptait 2000 sièges. C'était réellement la fin, parce que la foule n'y était plus. Il n'était plus nécessaire d'avoir des placiers. Et bien sûr, il n'était plus nécessaire d'avoir des portiers. Ces professions sont donc disparues dans les années 60. Fini l'époque du faste et du luxe. En ville, les salles que l'on construit sont désormais plus petites et peu luxueuses. Tu avais les très petits cinémas qui
servait au vaudeville, aux petites nouvelles, etc. Tu y entres, c'est extrêmement étroit. Il y a 400-500 places, that's it. S'il en reste un comme ça, le cinéma à l'amour aujourd'hui. So right now we're backstage. The screen is really just like almost like a false wall. And what it's covering up is the stage. This place was built in 1914 as a vaudeville theater. And the people in the audience were actually watching live performers and not movies. Ça, c'est le stage original. Tout au complet. Incluant l'éclairage. Ça, c'est bien des anciens films qu'on avait dans le temps qu'on s'en servait du 35 mm. This, to me, is like taking a step back in time. For ladies and gentlemen over 21. Watch your step. Ça, c'était les salles de changement pour les acteurs et les actrices. Ici, vous avez une passage, ça va en dessous le théâtre, puis ça passe en avant. Il y a bien des histoires, bien des sons le soir. À minuit, 11 heures le soir, quand je ferme le théâtre, il y a toujours de quoi. Des fois, tu vois en vision. Je ne sens jamais tout seul ici quand je ferme le théâtre. Jamais. C'est jamais mal, il n'y a jamais rien de faire peur, mais tu le sens qu'il y a quelque chose ici. Icône par excellence de l'Amérique industrielle qui se divertit dans son automobile, le drive-in n'arrive en version québécoise que vers 1970, soit 30 ans après ceux des États-Unis. Il fallait attendre que l'on rende caduque la loi insufflée par le clergé depuis les années 1950 pour des raisons de risque de mauvaises mœurs. Les gens allaient aux États-Unis voir des films dans des cinéparcs. On n'avait pas le droit de voir des films en plein air. C'est quelque chose que j'ai jamais compris pourquoi. Qu'est-ce qui peut se passer entre un homme et une femme dans un char quand ils regardent une vue, mettons, un peu amoureuse? Peut-être qu'ils se font des trucs. Jusqu'au jour où, à un moment donné, le gouvernement a dit « on est ridicule. Là. De toute façon, nos gens traversent la frontière puis ils vont donner de l'argent aux Américains à Plattsburgh voir des films. » Ce n'est pas qu'à Plattsburgh, c'est des Québécois, ça parlait français là-dedans. Là. Alors, quand le gouvernement a autorisé les cinéparcs, bien là, il y en a eu partout au Québec. Je me souviens, c'était le cinéparc en Gaspésie. Tu commençais à écouter un film, à un moment donné, il y a un banc de brouillard qui passait, puis là, tu perdais le film. Ça a eu un gros succès, les cinémas. Un gros succès. Moi, j'ai vu des cinéparcs installés sur le long des autoroutes, là, bloquer les autoroutes parce qu'il y avait trop de monde qui voulait rentrer dans le cinéparc. On a vu de tout dans les cinéparcs. Il y a probablement même des enfants qui sont faits dans les cinéparcs. Je peux faire un peu d'histoire avec le cinéparc. C'était bâti en 70, en juillet 70, fait qu'il y a eu 40 ans l'année passée. Mon père l'a racheté en 89. En 1989, puis j'ai commencé ici à travailler en l'été 90. Donc, c'était ma première vraie expérience de travail. J'ai commencé ici à être un vrai projectionniste, entre guillemets. Là. Honnêtement, là, pour une job étudiante, je dirais que ça, puis les glissades d'eau là, à te faire bronzer, là, c'est dans le top, là, je pense. Là. Travailler à projection, puis manipuler la pellicule, puis faire du montage de films, tout ça, c'est une job qui demande de l'attention, d'être minutieux, puis t'es solitaire. Tu sais, c'est des choses quand même qui me rejoignent pas mal côté personnel, là, fait que c'était la vieille école, là. On travaille dans des conditions pas mal moins favorables que dans un cinéma. Parce qu'on est à l'extérieur, puis souvent l'écran est loin de la cabine. T'as jamais une noirceur aussi complète que dans une salle de cinéma. Puis nous autres, ici, il y a des écrans qui sont tellement loin que pour faire le foyer, on doit prendre des jumelles. Parce que sinon, on n'est pas capable, c'est trop loin. Pas d'haut-parleur, donc ça marche par un transmetteur FM qui envoie le son du film aux radios d'auto. Puis ça peut tricher parce qu'il peut y avoir des interférences. Souvent, l'équipement est plus vieux, plus âgé, il y a plus de problèmes, ça peut briser.
souvent, ce qui arrive avec les systèmes de plateau, c'est que les bobines commencent à dérouler sur un plateau, passent dans le projecteur, retournent sur le plateau. Puis souvent, bien, les plateaux, il y a un mode on puis off, c'est-à-dire ça fonctionne pas. Puis ça arrive des fois qu'ils arrêtent. Ça arrive tout le temps quand le cinépark est plein. Puis quand c'est plein, bien, le monde se met à klaxonner comme des malades. Puis là, bien, tu as plus la pression. Ah ouais, il faut que tu partes, mon homme. Puis là, si tu veux que le film continue, bien, tu pousses le plateau. Puis j'ai déjà fait ça pendant une soirée de temps, pousser un plateau. Fait que assis à côté, puis tu swings le plateau. Tu sais, comme disent les Américains, the show must go on, hein? Fait qu'un coup que le film est parti, tu essaies de pas l'arrêter. Faut pas que tu aies peur du tape, des élastiques, puis d'imagination. C'est une idée très, très importante au cinépark. Au Québec, dans les années 1950, un réseau parallèle de projection de films se met en place dans les salles paroissiales et les sous-sols d'églises. Menées par les prêtres, ces salles improvisées ont contribué à faire découvrir et aimer le 7e art aux jeunes Québécois. Oui, bien, c'est comme ça dans les années 50 que j'ai vu mes premiers films aussi, dans les salles paroissiales. Puis c'était géré par les curés, effectivement, et c'était non seulement géré, mais contrôlé. Hein? C'était pas n'importe quoi qui se passait là-dedans. Là. Il n'y a pas de baiser dans ces films-là. Là. On se donnait pas de bec. La scène était coupée. Jusqu'aux années 1960, le Bureau de surveillance du cinéma est en opération au Québec. Ce bureau exerce un grand pouvoir de censure sur les films produits ici et ailleurs. Parce qu'on veut soi-disant protéger les valeurs morales du bon peuple, c'est le bureau de censure qui décide ce que les Québécois peuvent voir dans les salles de cinéma. Il existait une forme de censure au Québec qui était très sévère. À cette époque-là, puis on parle des années 70, là, à cette époque-là, le bureau de censure avait l'autorisation de couper dans les films, puis je gênais pas. Le bureau de la censure, c'était des ciseaux. Au Québec, les censeurs étaient parmi les gens les plus occupés en Amérique du Nord. Il faut se rappeler qu'il était interdit de prononcer le mot « divorce » dans un film. Le mot était coupé s'il faisait partie d'un dialogue. Quand le film passe à la censure, il est coupé de 13 minutes. Et puis, mais là, les gens l'avaient vu, le film. Ils savaient qu'est-ce qui avait été coupé. Alors, il y a eu des grandes protestations, même une marche. Et puis ça, bien, ça va entraîner la création d'un comité d'études sur la censure qui va entraîner une révision complète qui va faire que la censure va pratiquement disparaître en 1967. C'était pas mal plus rock'n'roll avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme... on dirait que le cinépark, c'est plus démocratisé, plus familial. Moi, je me souviens que plus jeune, on avait de ça, du monde qui faisait le party puis qui faisait du grabuge. Il fallait faire venir la police, puis le monde nous narguait. Techniquement, selon le code de la route, tu n'as pas le droit de conduire en état d'ébriété, mais honnêtement, les gens se privent pas d'habitude dans le cinépark, là, pour se faire du fun, mais en étant raisonnable, je pense. Se cacher dans la valise, ça, c'est un classique. Puis l'auto arrive, puis elle penche par en arrière. Puis il s'en rend pas compte. Puis là, bien, ce qu'on fait, avant, on le bloquait à la billetterie. Bien, des fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on le laissait y aller, puis on s'installait derrière, puis on attendait. Puis on attendait, puis à un moment donné, t'attendais « Hey, laissez-moi sortir! » Fait que là, t'ouvrais la valise, puis là, le gars sortait, puis va payer ton ticket. Avant, le programme double, il était populaire. Le deuxième film, les gens restaient... Nous autres, on le voit par ce que les gens consomment à l'intérieur du casse-croûte. On avait un peu moins de monde au début, puis le monde venait à l'intermission. Ça veut dire que le monde restait. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on a au moins la moitié de la clientèle qui part après le premier film. Puis on le ressent au casse-croûte. L'intermission, il n'y a pratiquement personne. Fait que... pourquoi que ça fait ça? J'ai l'impression que les gens veulent moins se coucher tard, peut-être qu'ils ont une vie plus mouvementée, puis peut-être que la formule du film pour le prix d'un est moins attrayante qu'avant. C'est assez tranquille. OK. Bon, c'est tranquille partout. Bien vite, il s'opère un clivage entre la télévision et le cinéma. La télévision constitue le média familial, grand public et pudique. Le cinéma tente alors d'offrir ce que ne peut offrir la télé et se tourne vers des contenus pour un public adulte.
Il y a eu au Québec aussi, à un moment donné, le cinéma érotique qui est arrivé en trombe. On avait des salles de cinéma où il y avait 3 écrans, il y avait 2 écrans, c'était du cinéma familial, puis il y avait le 3e écran, c'était carrément le film de cul, c'était ça. Mais on avait le softcore qui devenait de moins en moins soft et qui passait, qui avait beaucoup de succès dans les salles. Lorsque l'on va voir, bien sûr je ne parle pas d'expérience, mais lorsque l'on va voir de la pornographie, on se sent très gêné. On entre dans la salle, on s'assoit seul et on garde les yeux rivés sur l'écran. Ça n'a donc aucune importance d'être assis dans une salle magnifique, entourée de merveilleuses décorations de plâtre ou autre chose du genre. Ce n'était plus important pour ce public. Sur l'avenue du Parc, il y avait le Beaver, il y avait le Pussycat sur la rue Saint-Laurent. Et ça a permis à certaines salles de durer un peu plus longtemps. Mainstream pornography is a relatively recent phenomenon. I mean, it's always been around, but its accessibility, I'd say, is post-1960s. Its acceptability is maybe within the past 20 or 30 years. To be coming to an historic building that is decorated in the Art Nouveau style, it is a little ironic that one should come to a place that's so steeped in history to do something so modern as to engage in the public watching of pornography. The cinema opened at 11 in the morning. I would get here at the start of my shift was 10:15 to set up the candy bar, the concessions. I would come into the auditorium, spray the aisles with some fresh-scented deodorizing spray. Contrary to how it works in a normal movie theater, where if the movie starts at 2:15 p.m., you have to show up at 2:15 to watch the movie from beginning to end. Here, you can show up at any time and you'll catch a movie midway through. I don't think that really very many people are paying attention to the plots in these films. It's not uncommon for people to make an entire afternoon or evening out of coming to Cinema L'Amour. There is a lot of mystery surrounding the building, you know. I worked at the front in the lobby behind the cash desk, so I never witnessed anything firsthand. I think you could sort of use your imagination. People get aroused when they're watching pornographic films. We have a private VIP couples section upstairs in the balcony, which is actually pretty nice. People definitely eat popcorn while watching X-rated films. I'm not sure. 5 years ago, we sold hot dogs here. But that was always really interesting and kind of ironic, being asked to make a hot dog in a porno theater. On le voit dans la société québécoise avec la Révolution tranquille, le jeu prend le dessus et puis ça donne les œuvres de Gilles Groux, celles de Claude Jutras. Et puis, quand notre société va s'émanciper, ça va passer par le cul. C'est-à-dire qu'on va faire, à la fin des années 60, des films érotiques et on ne regarde pas des fesses, on regarde des fesses québécoises. Quand on fait Valérie, donc à la fin des années 60, on fait un film qui ne coûte que 99 000 $, c'est-à-dire à peu près rien, même si on le regarde avec les budgets d'aujourd'hui, et qui va se rentabiliser parce qu'il y a une grande curiosité sur un slogan qui est très habile, déshabiller la petite québécoise. On allait voir effectivement des fesses et des seins qui nous étaient familiers parce qu'ils étaient accessibles. Il faut voir les films érotiques comme étant une affirmation d'une industrie, mais aussi une prise de l'espace où on a occupé le terrain des salles de cinéma avec des succès populaires. Bon, j'ai toujours habité, c'est depuis quelque temps là, que j'ai sorti d'ici, là, mais mon appartement était ici à côté. Bienvenue chez moi.
vivais ici parce que j'étais un célibataire, tu sais. Bon, j'avais pas moins de grand espace. Moi, je me suis pas marié, vous savez pourquoi? Le problème que j'avais, c'est que j'ai jamais rencontré une fille qui aimait le théâtre comme je l'aimais. Puis me sortir de mon théâtre, c'était pas facile. Un vrai célibataire. Ma vie, c'était le cinéma. Alors, j'étais heureux quand j'étais ici. Partir, m'en aller pour faire veiller à gauche ou à droite alors que je quittais ce que j'aimais, c'était plus difficile. Alors, puis le cinéma, c'est accaparant parce que ça peut être 24 heures par jour. C'est le jour, c'est le soir, c'est... Alors, si ça te plaît pas, ben, bye-bye, bonjour, tu sais. C'est ici que sont mes plus beaux souvenirs. Le retour mettant en vedette Clark Gable, Anna Turner et Anne Baxter. Le jugement à Nuremberg avec Spencer Tracy. Ça, c'est ma vie, quand j'ai commencé. C'était dans la période où tu avais des films avec des êtres humains. Pas d'effets spéciaux, rien. C'était juste des êtres humains avec des belles histoires, tu sais. C'est tous des films que j'ai projetés. Mais il faut le répéter, vous serez à la page supercalifragilisticexpialidocious. Mary Poppins. Aujourd'hui, c'est bon le cinéma. C'est merveilleux le cinéma, mais c'est beaucoup plus un spectacle. Mais dans ce temps-là, c'était des affaires qui te prennent au cœur, qui pouvaient te faire réaliser que la vie est belle, tu sais. Quand j'ai un bon film, là, je m'en vais en bas, là, puis quand je regarde sortir des clients, je les regarde sortir pour voir si vraiment ils ont vu la même chose que moi. S'ils ont ce sourire-là aux lèvres là, qui se dit « Hey, j'ai passé une belle vie ». Au cours des années 1960, les adaptations technologiques ne sont pas suffisantes pour endiguer complètement la crise qui persiste. La survie des salles passe désormais par d'autres types d'activités. Prix de présence, bingo, concours amateurs. Pour ramener la clientèle, les propriétaires de salles doivent aussi modifier leur programmation. C'est alors l'apogée des films d'invasion d'extraterrestres et de catastrophes naturelles. Les films de série B. La Fox avait des studios. Les premiers studios étaient en termes de cadastre dans la section A, le lot A. Et donc, on a qualifié les films qui étaient faits dans le deuxième ensemble de films de série B, parce que c'était effectivement ce qu'on faisait dans le deuxième espace. Les salles de cinéma aux États-Unis, mais ça valait aussi ici, n'avaient pas tout accès aux films de série A, c'est-à-dire les films les plus convoités. Ben, on pouvait comme ça les alimenter en ayant une production cinématographique plus abondante et moins coûteuse. Et ça a amené le cinéma de genre à se développer beaucoup. Parce que ce qu'on faisait en série B, c'était des westerns, c'était des thrillers, c'était donc des films de genre. Pendant longtemps, les cinéparcs deviennent le lieu de prédilection des adolescents avides de visionner ce genre de programmation. Ils s'y rassemblent entassés sur la banquette arrière d'un véhicule pour regarder la dernière comédie en vogue ou le dernier film d'épouvante. Mais cette coutume est en train de changer. Bien, la grosse contrainte du cinéparc, elle se résume tout le temps à la même chose, c'est que c'est saisonnier. Donc, c'est comme un chalet. Tu dois ouvrir ça au printemps, puis tu dois le fermer à l'automne. Fait que ça inclut l'hivernisation de tout ça. Ensuite de ça, tu as le côté ressources humaines, trouver du monde qui peuvent juste travailler l'été. C'est moins évident. Pour moi, le cinéparc, ça n'a jamais été une activité favorite. Pas que j'aime pas le cinéparc, mais mettons comme amateur de films, moi je préfère le cinéma. Puis moi, tant qu'à regarder un film avec quelqu'un qui allume ses lumières de frein dans ta face, ou qu'il klaxonne, ou que le son est trop fort, tu vois, il y en a qui vont me dire, oui, mais au cinéma, il y en a qui te posent dans le dos puis ils mangent son sac de chips, là, mais il me semble que c'est moins achalant que dans un cinéparc. Là. Ça commence à devenir désuet, oui. Si je parle au point de vue de l'entreprise elle-même, pour nous autres, le chiffre d'affaires des cinéparcs représente à peu près 10 % de ce que l'entreprise fait. Fait que c'est pas beaucoup, mais en ce moment, l'intérêt est encore là. On a ces commerces-là, puis on veut les maintenir en bon état. Mais c'est sûr que c'est pas... En ce qui me concerne, c'est pas l'avenir. Moi, je considère pas que les cinéparcs ont un avenir autant que les salles de cinéma.
Jusqu'aux années 1980, les propriétaires de salles du Québec sont aux prises avec un autre problème de taille. Il y a un grand décalage entre la sortie des films en version originale et ceux doublés en français. Cela occasionne certains maux de tête aux propriétaires de salles qui cherchent à vendre leurs films au public. Les films au Québec, en version française, sortaient 6 mois après la version anglaise. Donc, puis le Dolby Stéréo est arrivé bien après en français qu'en anglais. Donc, alors que les propriétaires de salles étaient déjà prêts, ils voulaient investir dans ces nouvelles technologies-là, les films n'étaient pas au rendez-vous parce que les versions françaises n'étaient pas là. Donc, moi, je me souviens d'avoir présenté, exemple, qu'on parle de décalage de temps, le fameux film Jaws, qui était filmé l'été, bien, nous, on l'a présenté à Noël, on l'a présenté au mois de janvier. Donc, on faisait des files d'attente à moins 30 pour aller voir des gens qui se baignaient sur la plage à Amityville ou quelque chose comme ça. Pour vous donner un exemple plus précis, le mois le plus tranquille dans le monde du cinéma de ce temps-là, c'était le mois de juillet. Alors qu'aujourd'hui, à travers l'Amérique, le mois le plus important, c'est le mois de juillet. Toutefois, la programmation s'adressant aux adultes ne souffre pas de ce décalage dans les dates de sortie de films. Mais avec la vidéo qui va bientôt se pointer le bout du nez dans les années 1980, les propriétaires de cinéma érotique seront aux prises avec un problème bien plus important, la diminution massive de sa clientèle. Pourtant, certains clients continueront de fréquenter assidûment ces salles et on peut se demander s'ils ne vont pas y chercher autre chose que ce qui est projeté à l'écran. The customers that frequent Cinema L'Amour are almost a community of sorts. They already know each other. They know each other by first name, and they'll greet each other when they bump into each other here in the lobby. And so it's really like a social outing. Staying at home implies, solitude and no human interaction, whereas coming here means that you get to talk with people, engage with other people, in addition to watching pornography. So there's that added human element that is missing when you just stay home and watch it alone. A lot of people don't come here to see the movie, or not just to see the movie. I'd say 20% of the people that come here, they come here solely for the movie. 60 to 80% come for the building and for the interaction with people. Obviously, this is, like I said, it is an erotic film. We don't promote any type of sexual interaction here. It probably happens. I don't spend my time in here watching to see if it does happen. If you want to do something in here, whatever you do, just don't smoke in my theater. And there used to be a lot of erotic film theaters in Montreal before. We're the only one left. In fact, I think we're the only one left in Quebec. My first job as a projectionist was in that industry. So I was already involved in that business. The only drawback I gotta say about this industry, working in it, is it really messes up your marriage when it comes to your sex life. Because the last thing you feel like doing when you go home from school is homework. So the last thing you feel like doing is making love to your wife when you're finished working 12 hours, watching it all day long. Durant les années 1970, les efforts des propriétaires de salles semblent porter fruit, car on recommence à voir la construction de cinéma. En région, on voit apparaître de nouvelles salles où les critères esthétiques importent peu. Il y avait un cinéma Sorel qui avait l'air d'un grand garage avec un toit en tôle rond. On prenait ce qui coûtait le moins cher à construire, puis ces petits dômes-là en rond, c'était pas cher, ça. Donc, c'était des entrepôts que les militaires se servaient et ça coûtait peut-être 5 à 6 000 $ acheter ça. Et vous aviez à ce moment-là une structure qui se tenait toute seule, qui coûtait pas très cher. Vous aviez juste une façade à mettre à l'avant de ça. Ça comblait un besoin dans des endroits où on pouvait pas construire de grands complexes et dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. À l'instar de ces cinémas de fortune, les cinéparcs offrent une façon très économique de présenter des films à un public. Pourtant, ce type d'installation se fait de plus en plus rare dans le paysage québécois.
Aujourd'hui, les cinéparcs ont deux problèmes. C'est que ça prend beaucoup de terrain puis ça vaut cher. Puis deux, c'est saisonnier. C'est comme anachronique avec le temps où on est aujourd'hui. Ça a besoin de beaucoup d'espace, beaucoup de terrain. Puis on a de plus en plus de besoin de construire des commerces puis des maisons. Le gros changement qui va frapper bientôt les cinéparcs, c'est l'abandon de la pellicule par les studios, là, tous les studios américains. Donc, ça va nécessiter de remplacer tout ce qu'on voit ici, tout l'équipement 35 mm. Ça va disparaître, puis les cinéparcs qui vont vouloir continuer n'auront pas le choix de s'équiper de projecteurs numériques. Le problème, c'est comment récupérer un investissement sur 4 mois d'opération. Il ne faut pas que l'équipement coûte plus cher que la bâtisse. Là. À un moment donné, il va y avoir des décisions qui vont devoir se prendre. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine et l'autre, mais un jour, c'est sûr. Au Québec, je vois que, d'après moi, il va y avoir certains cinéparcs qui vont rester ouverts, qui vont faire le transfert. Mais je crois que ça va être une minorité. Je crois que la plupart des cinéparcs vont fermer à court ou moyen terme. C'est fini. En tout cas, je suis celui qui me prononce, qui devrait peut-être pas, mais je pense que les cinéparcs, c'est fini, sérieusement. Là où ils sont installés, les derniers qui restent, parce qu'il n'en reste plus beaucoup, ça va être vendu pour de l'immobilier. Je pense que c'est comme ça que ça va disparaître, les derniers cinéparcs. Disparaître, je ne sais pas, mais ils vont en fermer d'autres. La technologie numérique n'est pas une technologie facile à adapter dans ces lieux-là. Le numérique et les cinéparcs, ça ne fait pas bon ménage, malheureusement. The generation of people who don't know how to use the internet, that generation is slowly dying off, and they're being replaced with an aging population of very tech-savvy people. So maybe in a couple generations, people won't feel the need to frequent a public theater that screens XXX movies. I'd like to go back to the day when this place was built, where they had live stage shows and cinema. I'd keep it the way it is, but I'd start using the stage again. If it was up to me, I would do it that way. It could stay like this for another 100 years. I won't be around to see it stay that way for another 100 years, but as long as I can keep her together for the time that I'm alive, then that's all I'm really want. Au cours des années 1970, les salles de cinéma étaient à la recherche d'une nouvelle identité. Elles ont su garder la tête hors de l'eau malgré l'immense succès de leur rivale, la télévision. À l'aube des années 1980, une nouvelle menace plane. Elle se nomme magnétoscope. Et les propriétaires de salles devront à nouveau être inventifs, sans quoi ils devront fermer boutique. Présentement, j'ai un offre pour le cinéma pour en faire une salle de spectacle. À ce moment-là, l'avenir du cinéma ici va être appelé à disparaître. Si jamais ça se concrétise pas, ben là, on verra à ce moment-là si je rentre le numérique de 3 dimensions, moins sûr, là. Mais le numérique, ça, c'est pourrait, parce que j'aurai pas le choix, parce que si je vais avoir des copies de films, il va y avoir juste en numérique. Si mon heure est arrivée, bye, 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 bonjour. Hein. Je vais aller retrouver Alan Ladd, Burt Lancaster, Gary Cooper, Doris Day. J'ai passé ma vie avec eux autres, puis ils s'en sont jamais rendus compte. Puis c'est eux autres qui ont fait que ma vie a été agréable. Le jour où ça va être mon tour, ça veut dire à Saint-Pierre. Si c'était une job de cinéma, là, je connais ça, moi. J'ai passé ma vie là-dedans, j'ai aimé ça. Je serais pas encore de continuer, tu sais. Parce qu'il doit y avoir sûrement des cinémas l'autre bord, tu sais.